Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le nouveau numéro du podcast. Ce sera le numéro 206 et on va rouler ensemble au 21e et avant-dernier Grand Prix de la saison pour ce Grand Prix du Portugal sur le circuit roller coaster de Portimao. Gweno et Auton m'accompagnent aujourd'hui. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. J'espère que vous aussi. Ouais, ça va super. Bah écoute, ça va, toujours champion du monde de toute façon, donc c'est un peu calé. On va passer sur les news Moto 3. Donc on a quand même reçu entre Sepang et Portimao donc de bonnes nouvelles sur l'état de Rueda et de Duttwiller durant les 2 semaines qui se sont écoulées. Donc ils sont rentrés chez eux aujourd'hui. Donc pour l'un en Espagne, l'autre en Suisse, leur état est stable, la révision commence, ils ont eu d'autres opérations supplémentaires, notamment au niveau des os, mais voilà, leur état n'est plus dramatique. Je pense que c'est quand même une bonne chose, Gweno, d'entendre ça, malgré la gestion, on va dire, des arrêts cardiaques sur la piste, etc. Oui, bah clairement, j'ai vu que Duttwiller avait encore 3 opérations prévues, je crois, donc ça annonce quand même peut-être une convalescence particulièrement lourde, mais bon, c'est des bonnes nouvelles par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Auton, un petit mot sur la gestion de secours à Sepang et la réaction de la Dorna de continuer malgré tout le week-end de course. Alors, je trouve qu'il y a des précédents et c'est vraiment pas classe de dire qu'ils sont conscients et que t'es ok et que c'est bon, on peut reprendre. Enfin, surtout que tous les pilotes se connaissent beaucoup entre eux, il y en a qui sont très amis. Je trouve que ce soit par rapport aux pilotes eux-mêmes, par rapport à tout l'entourage, ou même par rapport au public, je trouve pas ça... Enfin, il peut y avoir un entre-deux entre... Ils sont... Enfin, sans dévoiler toutes les conditions médicales, mais dire par défaut que tout va bien, on continue, c'était pas très bien, j'ai trouvé. On apprend le jeudi juste avant le Grand Prix du Portugal qu'Adrian Fernandez, qui a fini P3 à Sepang, est finalement disqualifié et déchu de son podium pour encore une histoire de mauvaise map utilisée sur sa moto. C'est alors David Amandia qui récupère la place sur tapis vert et c'est son premier podium en carrière en mondial. Particulier d'apprendre ça 11 jours après. Après, je comprends peut-être qu'ils attendaient un nouveau week-end de course plutôt que de l'annoncer entre deux. Mais ouais, c'est bizarre que ça n'ait pas été annoncé le dimanche même. Ouais, puis je sais même pas si du coup Adrian Fernandez a eu le temps de prendre le trophée de la dernière fois dans ses bagages pour le refiler à David Almanza, quoi. Oh, il fera peut-être à Valence. Ou ça se trouve, ils habitent pas loin. Ils sont tous espagnols. Paolo Simoncelli, donc le boss du team 658 Squadra Corse, a annoncé qu'en plus de Casey O'Gorman, l'année prochaine, une place attend Noah Duttwiller au sein du team 658 pour la saison 2026. S'ils se sont prêts à revenir, bon, moi ça me paraît un peu compliqué personnellement. C'est vraiment casse de sa part. Voilà, je sais pas, Gweno, si t'as un petit mot à dire sur ça. Bah, c'est très classe, mais comme tu disais, personne n'est surpris, quoi. Il nous a habitués à ce genre de choses, mais c'est vrai que, en plus, il l'a fait très très vite, parce qu'il l'a annoncé dans la semaine après l'accident, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette de sa part. Et après, comme tu dis, c'est sûr que, à voir s'il revient, s'il peut revenir l'année prochaine, quoi. Parce que ça a l'air quand même d'être très très lourd, ouais. D'un point de vue physique, quoi, donc c'est pas gagné non plus, quoi. Tout à fait. Déjà, s'il reprend une vie à peu près normale, en dehors de faire de la moto ou être un athlète de haut niveau, ouais, ce serait déjà bien, je pense. Dernière nouvelle, donc c'est une nouvelle formule pour la catégorie Moto 3 en 2028, donc ce serait une catégorie qui est annoncée comme monomarque, avec des bicylindres Yamaha, j'ai envie de vomir, 689 cm3 issus des Yamaha R7. Donc le but affiché, c'est de permettre de baisser les coûts, de faire une catégorie, du coup on l'a dit, monomarque, et de rendre le mondial plus accessible aux talents du monde entier et pas seulement à la filière espagnole. Personnellement, je déteste l'idée. Pas que ce soit des Yamaha, j'en plaisante, mais j'aimais bien une catégorie proto.
avec différents constructeurs. Alors ces dernières années, il n'y en avait que 2, mais ça fait pas rêver, quoi. Je sais pas pour toi, Automne. Bah, je suis un peu partagé. Je suis d'accord que c'était très très beau la période des protos, mais enfin, Moto 3 c'est bien, mais en vrai, on a tous le souvenir des 125 et des 250. Ouais. Le problème avec les Moto 3, c'est que ça avait aucune application derrière. C'était juste de la recherche prototype. Les coûts, ils s'envolaient de manière à chaque fois exponentielle chaque saison. Et d'ailleurs, à la création de la catégorie, Honda avait fait un proto, donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était la 250, NSF 250 qui était toute basique, quoi. Et ils se sont fait surprendre par KTM qui a mis énormément de moyens, et du coup leur moto elle était nulle part par rapport à la KTM, donc ils ont dû se mettre au niveau, dépenser beaucoup, et en fait tout le projet Moto 3 de Honda il est fait à perte. Donc quand il y avait des interviews et qu'ils disaient bah vous avez moins de clients en Moto 3, et ils étaient plutôt ravis parce qu'en fait ils peuvent pas se permettre de jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. Avec la nostalgie des 125, les Moto 3 c'était un entre-deux, mais aujourd'hui malheureusement les Moto 3 ça c'est tellement haut comme coût d'accès que ça permet pas à des pilotes de venir jouer leur carte en mondial. Oui, c'est vrai que la catégorie est dominée par les KTM. Cette saison particulièrement, ils ont presque au championnat constructeur 2 fois plus de points et une seule victoire à noter pour une Honda cette saison en Malaisie. Gueno, tu voulais prendre la parole. Non, mais alors moi je suis d'accord avec ce que disait Automne. Par contre, c'est quand même dommage d'avoir un peu changé on va dire la physionomie de ce qu'on va avoir comme course, parce que là on va passer sur des motos beaucoup plus lourdes avec des moteurs plus gros. C'est sûr qu'on va peut-être sans doute perdre ce qui fait le charme aussi du Moto 3, savoir des motos légères avec lesquelles on peut beaucoup se bagarrer, qui n'ont pas beaucoup d'inertie, etc. J'ai peur que... Alors après, quand on regarde le championnat féminin, il y a beaucoup de bagarres, mais c'est pas aussi fluide qu'en Moto 3. Et j'ai peur qu'en montant la cylindrée, et donc forcément un peu le poids et l'inertie de la moto, on perde un peu le charme du Moto 3, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi, mais je voudrais pas trop non plus m'avancer avant de voir à quoi ça va ressembler, parce que le bloc moteur, il est ce qu'il est, on peut être ravi ou pas, et je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'en réjouissent, mais autour de ça, ils sont capables de faire une moto qui est très légère quand même. Enfin, quand tu vois, je sais pas si vous savez, dans le championnat asiatique, il y a une marque qui s'appelle TVS, qui est indienne, il me semble, et qui fait des motos avec le moteur de série, donc c'est un moteur 300 ou 400, je sais plus. Mais ce moteur de série, ils le prennent et ils en font une Moto 3 ou pré-Moto 3 qui court dans ce championnat. Et la moto a rien à voir en fait. Enfin, elle est tellement plus légère et du coup, ça fait des courses qui sont quand même plus sympas à regarder qu'une Coupe R7. Oui, là, c'est vrai qu'on parle juste du moteur qui sera unique. Voilà, donc tout ça ce n'empêche autour, pas que tout châssis, le châssis, ce sera prototype quand même. Enfin, donc je pense qu'on peut attendre, patienter et voir à quoi ça va ressembler. Surtout que c'est quand même une évolution nécessaire. Et rien que dans l'étagement des catégories, en fait, que toutes les voies d'accès au Moto 3 soient sur des Moto 3 actuelles, donc avec une cylindrée plus petite, mais que le passage en Moto 3 mondial se fasse sur des motos avec une plus grosse cylindrée un peu plus lourde, déjà ça évite tous les phénomènes d'énormes groupes et les risques qu'on connaît aujourd'hui, quoi. C'est vrai aussi. Allez, on passe au Moto 2. Donc, on a eu une annonce cette semaine que Albert Arenas, on le rappelle, champion du monde Moto 3 2020, va se retirer des Grands Prix à l'issue de cette saison, faute entre autres de trouver une place. Après 6 saisons en Moto 2, sa meilleure année étant celle-ci, 2025. Il a signé en World Supersport sur une R9 chez AS Racing. Bon, je n'ai pas forcément beaucoup de réactions à ce pilote, je suis pas un affect particulier, il laisse assez froid. Par contre, news qui m'a fait un peu plus réagir, c'est la classique d'American Racing Team, donc signer un pilote pour l'année prochaine, et on parle de Marcos Ramirez, et donc le virer quand un autre arrive avec un plus gros budget. On parle ici de Philippe Salach. Moi, je réagis en disant quand même, outre le fait que c'est encore un move dégueulasse de la part du team,
Mais c'est qu'est-ce que dit de la Dorna quand d'un côté elle se range du côté de Team Aprilia quand Martin dit qu'il veut casser son contrat, mais quand dans un autre côté un team casse un contrat, ils sont aux abonnés absents. Gueno. Ouais, je pense que ils se mêlent pas du tout de tout ce qui est catégorie intermédiaire parce que c'est quand même pas des trucs qu'on voit si rarement que ça, des contrats qui sont cassés, etc. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à faire. C'est que là, c'était le champion du monde en titre. Je pense qu'ils l'ont voulu un peu ils voulaient pas qu'il s'en aille, qu'il se retrouve sans guidon, je sais pas quoi. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont mêlés, mais sinon, je pense qu'ils en ont pas grand chose à faire de savoir qui reste sur le guidon ou pas quand c'est dans des petites catégories qui sont moins regardées. Donc, complètement d'accord. La différence avec le MotoGP et le cas Martin Aprilia, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est dans la période où Liberty Media n'était pas encore officiellement avait pas encore officiellement repris les rênes. Et donc pour la catégorie MotoGP, pour la Dorna, que le champion du monde en titre casse son contrat comme ça unilatéralement et parte pour un autre constructeur, ça montre la faiblesse des contrats et l'incertitude qui entoure toute la catégorie. Donc c'était pas du tout un bon signal à envoyer aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont été aussi regardants, aussi à cheval sur leurs principes et de demander à ce que les contrats soient absolument respectés. Mais c'est, comme tu dis Gueno, en Moto 3, en Moto 2, ça arrive tout le temps et ils s'en sont rarement mêlés et encore plus American Racing qui est très très coutumier de ça et voilà, enfin je suis d'accord, c'est le haut niveau et on se fait pas de cadeaux, mais là je trouve que c'est exagéré quoi. Mais d'ailleurs, quand Marquez avait rompu son contrat avec Honda, ils avaient rien dit non plus, mais moi. J'ai pas souvenir d'avoir. Alors, c'était pas. Après, il y avait pas Honda et Marquez étaient alignés. Ouais, ils étaient d'accord. Oui, c'est vrai aussi. Bah là, American Racing a dit que c'était d'un accord mutuel, j'en doute beaucoup, mais. Bon, bah, s'ils l'ont dit, alors. Ouais. On va les croire. Deux petites news MotoGP avant de commencer les débriefs. Donc, on vous avait dit après Sepang que Nicolo Bulega, testerait la Desmodici GP25 à Jerez avant de pouvoir être aligné éventuellement pour remplacer Marc Marquez. Et donc, c'est officiel. Il va remplacer Marquez sur cette manche de Portimao et de Valence. Et Toprak, lui, va aussi tester la Yamaha M1. Donc, dimanche et lundi à Aragon lors de tests privés le week-end qui arrive. De quoi être prêt pour les essais officiels post-Valence auxquels il participera. Et enfin, allez, on se laisse une minute, petit rebranding des catégories pré-Moto 3, donc je parle de la Rookies Cup, le Junior, qui s'appelait jusqu'à le Junior GP, qui avait été renommé d'ailleurs il y a pas si longtemps, et tout ce qui est Northern Talent Cup, Asia Talent Cup, etc., qui sont en fait renommés Moto 4. Maintenant, histoire d'avoir une visibilité, je pense, plus claire pour les sponsors, peut-être, et sur le parcours à suivre pour arriver en mondial, automne, peut-être. Ouais, rien à dire, ils sont dans leur démarche de rebranding, comme t'as dit, et puis la seule chose qui m'interroge, c'est que du coup, le titre Moto 4 européen aura beaucoup plus de valeur que le titre Moto 4 Asie ou Northern Cup ou British Cup ou Latin Cup. Voilà. Effectivement. Après, les meilleurs pilotes aujourd'hui viennent du championnat européen. Oui, mais du coup, si dans leur idée, ils voulaient que ce soit à égalité pour que les meilleurs pilotes d'Amérique latine fassent monter en niveau le championnat d'Amérique latine, bah malheureusement, je pense pas que ça marche tout de suite, quoi. Non, il y a que la Asian Talent Cup qui via le sponsoring d'Emitsu fait souvent venir leur meilleur pilote ou leurs deux meilleurs pilotes en Moto 3 assez facilement. Ok, alors on passe au Moto E parce qu'il faut le rappeler, c'était la dernière course de la saison avec le titre qui se jouait en course 1, c'est Zakone qui fait une superbe course, qui finit devant Granado et Oswich. Et en course 2, on a Gutiérrez devant Casadei et Spinelli. Zakone qui finit P4 et titré sur la deuxième course. Donc rapidement, donc on rappelle, c'est la fin de la série Moto E, donc 6 saisons depuis son lancement en 2019. Encore deux très belles courses, je sais pas si vous avez eu la chance de les voir. Ouais.
Franchement, c'est vraiment dommage parce qu'il y a de la belle bagarre. Alors oui, c'est moins populaire, je comprends bien, mais en termes de spectacle, pourtant c'est au rendez-vous. Petit rappel des champions depuis 2019. Donc on a eu Ferrari, Torres 2 fois en 2020 et 2021, Agarter en 2022, Casadei, Garzo et Zaccone en 2025. Je sais pas si vous avez un mot à dire sur la moto en général ou les courses de ce week-end. Bah très vite, juste que déjà les deux courses étaient magnifiques, ça s'est joué sur le fil jusqu'au bout, il y a eu des contacts, il y a eu des dépassements de folie, il y a eu des rebondissements. Et ensuite, des faux départs. Oui, et un faux départ assez remarquable, inspiré par Jorge Lorenzo, je pense. Oui, je pense aussi. En tout cas, non, je pense que cette catégorie, elle a déjà rempli son rôle pour pousser l'innovation sur les motos électriques. Mais je trouve ça très dommage que ce soit remplacé par un championnat de baggers. Mais bon, de toute façon, on n'a rien à dire là-dessus, c'est pas nous qui prenons ces décisions-là. Par contre, en tant que quelqu'un qui ne suit pas du tout la moto E, j'ai été surpris qu'il y avait une course ce week-end. Ils en ont parlé nulle part. Et c'est quand il a été titré champion que j'ai vu un post dessus. Mais alors, c'est vrai que je suis pas, mais ils en ont parlé nulle part. Après, je me dis, ils disent que le championnat manque de visibilité, mais il s'agirait peut-être d'en parler un chouïa. Enfin, maintenant c'est un peu tard, mais il a fallu en parler un peu plus. Je pense que Canal n'a pas forcément les droits dessus. Non, je parlais en l'occurrence sur Twitter. J'ai pas vu plus de ça d'infos qui circulaient. Enfin, ouais, je sais pas, je suis passé complètement à côté. Alors je m'étais dit que pour un dernière manche, ils auraient pu essayer de mettre un peu le paquet, quoi. Ouais, bah en tout cas pour sur le site MotoGP, du coup après les courses, après la sprint et après la course Moto 3, je sais plus exactement quand c'était. Non, c'était les deux le samedi, c'est ça. C'était samedi matin, samedi après-midi, bref. En tout cas, à chaque fois, il disait restez bien parce qu'il va y avoir la finale du Moto E. Enfin, il mettait le paquet dessus. Et comment ne pas les comprendre parce que c'était la dernière occasion de le faire. Allez, on s'attarde pas sur le Moto E malheureusement. Peut-être qu'on fera un épisode spécial un jour. Le Moto 3. Exactement. Le Moto 3, rapidement, qu'est-ce qu'on a? Donc beaucoup trop de remplacements ce week-end pour les cités, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7. Les qualifs, c'est Kelso qui fait la pole devant Ogden et Piqueras, qui laisse partir à 4, Pines 5, Esteban 6 et Casey O'Gorman 7ème. Et en course, on a Kilas qui s'impose devant Piqueras et Furosato. Belle course encore une fois en Moto 3. Au championnat, donc Rueda titré de toute façon. La deuxième place n'est pas jouée et se jouera à Valence entre Piqueras et Quiles. Voilà ce qu'on peut dire sur le classement général. Petite discussion, je crois que dans l'équipe ici présent, il y en a qui ont des affinités particulières avec un petit Casey. Je pense que nous deux avec Gueno, mais... Bah déjà, c'est un Irlandais. Bon week-end pour lui. Oui. Surtout pour une troisième apparition en mondial, c'est très très propre. Surtout qu'il n'a pas été épargné pendant la course. Il a quand même subi pas mal de rebondissements. Donc vraiment, très 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 belle course. Ouais, c'est ça, il passe direct en Q2. Il se qualifie 7ème sur la grille. Il termine une place plus haut pendant la course, alors que vraiment ça a été très disputé. Il s'est pas laissé faire et en bagarre, il était face à des pilotes beaucoup plus chevronnés, on va dire. Et ce qui est vraiment... Je me suis demandé, il avait jamais roulé en plus sur le circuit? Enfin, en tout cas... Je pense qu'il a déjà roulé en Rookies Cup, parce que quand il était en Rookies Cup, il y avait une manche à Portimao. Mais par contre, ce qui est très fort, c'est que Casey O'Gorman, il avait jamais roulé sur une Moto 3 KTM. Il a fait ses 2 remplacements chez 658 sur une Honda. Sa saison en Junior GP chez Estrella Galicia, c'est sur une Honda. Et puis bon, heureusement, il avait eu un peu un avant-goût du comportement des KTM quand il était en Rookies Cup, mais c'est pas la même moto. Et pour compléter ça, parce qu'il ne s'arrête jamais, cette saison, il était aussi engagé en catégorie Sport Bikes en British Superbikes sur une Cove 450. Donc c'est la catégorie qui va arriver en mondial en 2026. Qui était très jolie la moto, j'avais trouvé. Je suis vraiment d'accord avec toi, Gono.
En tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Kiles fait une saison de rookie plus qu'impressionnante, en sachant qu'il a raté le début de saison. Il y a des chances, vu l'état de forme qui montre qu'il a échappé cette place de vice-champion du monde au championnat à Piqueras. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de sa course aujourd'hui? Franchement, chapeau, parce que il a rattrapé Kelso. Il s'est débrouillé et il a eu des petits contretemps parce que au jeu des contacts et des aspirations dans la ligne droite, il s'est retrouvé très très loin. Il a quand même réussi à remonter petit à petit et il s'est échappé pile au bon moment quand les autres commençaient à vraiment se bagarrer derrière lui et ne plus vouloir laisser l'un ou l'autre tirer le groupe, quoi. Donc, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est rookie. Il est arrivé en cours de saison parce qu'il n'a pas pu commencer au tout début. Et il montre une maturité et un sens de la stratégie en course je trouve ça bluffant, quoi. Il a fait une course à Alonso l'année dernière, à rester dans le paquet et puis au dernier moment à prendre le large, enfin pas de beaucoup, mais suffisamment pour être tranquille. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'en début de saison, enfin à son début de saison à lui, c'était un peu ce qui pêchait les fins de course. Il se faisait souvent avoir dans le dernier secteur ou dans le dernier virage. Et là, comme tu dis, il était très très intelligent, très mature. Il a attaqué au bon moment pour être tranquille après. Et même s'il a tué un peu le suspense de la course du coup sur les 3 derniers tours, mais sinon c'était très bien joué de sa part. Je vais aussi revenir sur le pilote japonais Taiyo Furusato qui souvent lui fait des fins de course intéressantes. Il n'est pas toujours bien qualifié, mais en fin de course, ça lui arrive de jouer souvent les top 5 et là il accroche le podium. Oui, c'est fort parce que faut le rappeler, mais il est sur une Honda et c'est pas forcément la meilleure moto. Alors là, on a vu que Adrian Fernandez s'en sortait et que Furusato s'en sortait aussi, mais malgré tout, je pense qu'ils ont un petit handicap en étant sur une Honda. Et il montre qu'il arrive à tirer son épingle du jeu à chaque fois, qu'il arrive à remonter, qu'il arrive à se bagarrer. Très fort de sa part. Et je sais qu'il va pas continuer en Moto 3, qu'il monte en Moto 2, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Moto 2. Très bien. Est-ce qu'il y avait un autre pilote ou fait de course sur laquelle vous voulez revenir pour cette course Moto 3? Angel Piqueras qui avait l'air vraiment dégoûté parce que je pense qu'il sent qu'il laisse souffler dans son dos là et que la deuxième place au championnat ça va lui filer entre les doigts. Et non, juste globalement, on a parlé d'O'Gorman, mais globalement les rookies qui sont engagés ou les remplacements qui étaient engagés sur cette course s'en sont très bien sortis parce que à part Jesus Rios mais qui était pas ridicule du tout et qui est tombé. Il y avait Marco Morelli qui a fini aux portes du top 10, Brian Uriarte qui est le champion de Junior GP et de Rookies Cup. Pour sa première, il remplaçait Rueda Cheajo et il a fini dans les points 13e. Donc c'est bien, ça leur permet de préparer la saison prochaine quand ils seront là à temps plein. Et voilà, et puis après, le super sub de la catégorie Moto 3, c'est bien sûr Joel Esteban. Et là, il avait rien à perdre. Mais heureusement qu'il n'était pas coéquipier avec Alvaro Carpe. Donc les deux motos ont les mêmes couleurs, mais lui, il était chez Tech 3. Parce que sinon, j'imagine qu'il aurait été moins agressif envers son coéquipier. En tout cas, Esteban, il montre qu'il mérite pleinement sa place en mondial. Et je trouve, ça c'est juste un jugement, mais je trouve que c'est vraiment pas juste qu'il ait été rétrogradé en Junior GP après sa saison de rookie en 2024. Il montre qu'il a plein de... qui peut faire de belles choses, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, il change de moto, il change de team et il est toujours là, quoi. Il a été remplacé par Foggia et franchement, ça en valait pas la peine. C'est sûr. T'imagines la tête des gens du team Aspar dans leur camion en mode mais on peut faire un super coup, on peut signer Denis Foggia. Waouh, quel éclair de génie. Mauvaise décision, ça arrive. Merci. On peut passer directement en catégorie Moto 2. On savait que on commence le week-end avec le seul titre à jouer, à part le Moto E, bien sûr. Dans sa catégorie, donc c'était Diogo Moreira qui pouvait remporter le titre s'il gagnait la course et que Manuel Gonzalez ne terminait pas mieux que 8e. En qualif, donc on a une pole de Moreira devant Dixon et Wehrer, Baltus 4, Canet 5, Holgado 6, Munoz 7, Gonzalez partira 8e, Vietti 9 et Alonso partira 10e.
Qui gagne, une redite de ces derniers temps, Diogo Moreira devant Verrer qui avait fait quand même une bonne course, hein, vraiment pas grand chose sur la ligne. David Alonso superbe 3e, Canet 4, Barry Baltus a fait une excellente course également 5e et Manuel Gonzalez 6e. Au classement général, donc on a Diogo Moreira qui a 24 points d'avance devant Manuel Gonzalez, donc le titre se jouera à Valence. Baltus, excellent 3e, qui peut encore rêver d'une place de vice-champion du monde si il gagne une course et que Manuel Gonzalez chute à Valence. Et Aaron Canet 4e, Jack Dixon 5e, Holgado 6e et Alonso 7e. Excellent, c'est rookie, hein, vraiment. Et Vietti, lui, finit 8e au classement, pardon. Qu'est-ce qu'on peut commencer par Holgado, justement. Je disais excellent rookie, justement rookie de l'année devant son coéquipier Alonso. On est déjà revenu sur eux, mais hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, Gweno. Ouais, moi étant donné que j'adore Alonso, j'attendais beaucoup de cette saison, mais c'est vrai qu'Holgado, on savait que c'était quelqu'un de talentueux, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, et ça a été une très agréable surprise de le voir si performant et si constant tout au long de la saison. Et vraiment, il mérite son titre largement, quoi. Il a brillé plus d'une fois, que ce soit avec des pôles ou des victoires ou des podiums. Non, c'est vraiment une super saison. Je trouve qu'on peut la comparer à la saison de rookie d'Acosta. J'avais déjà dit la fois que j'étais venu, mais vraiment la saison d'un pilote expérimenté, quoi. Et Alonso, ce qui est encourageant, c'est quand on compare au début de saison. D'ailleurs, il l'a dit après son podium, il a dit qu'il se sentait bien et qu'il espérait faire un peu mieux que 3e. Mais il dit, j'oublie pas qu'en début de saison, je me bagarrais avec la safety car, donc je suis très content. Au moins, il y a de l'humour. Je voulais revenir sur Manuel Gonzalez, qui est dans une spirale un peu négative, je trouve, quand même, depuis sa disqualification de son podium, sa 2e place à Mandalika, et sa chute sous la pression du titre en Malaisie. Il va perdre un championnat qui lui tendait les bras, a priori. Est-ce que son team est pas criminel? J'ai mis, c'est peut-être un peu dur, mais quelle est la part de responsabilité du team, en sachant que l'aspect psychologique de jouer un titre, c'est quand même très très lourd à porter. Autant de ton avis? Oui, je pense que son team, il est vraiment pas étranger, parce que c'était pas de chance, c'était pas fait exprès, mais malheureusement c'est ça qui a enclenché la spirale, et c'était le petit grain de sable dans la mécanique bien huilée de Manuel Gonzalez cette saison. Ça me rappelle un peu Sergio Garcia, qui avait eu une dégringolade un peu comme ça la saison d'avant, quand il était en lice pour le titre, et qu'au final, je crois que c'était parce qu'il avait pas eu le guidon Pramac en MotoGP pour lequel il était en lice, et il avait complètement perdu ses moyens à partir de là. Manuel Gonzalez, c'est pas aussi grave, mais on sent qu'il est sous pression, qu'il est un peu à chaque fois à faire attention à pas tomber. Là, c'était assez flagrant pendant cette course. Il a eu plein d'alertes. À des moments, il s'est calmé puisqu'il a dit non, mais en fait, je peux pas finir par terre maintenant. Et voilà, je pense qu'il sent aussi que le vent a tourné, et là, il faudrait un miracle. Et je souligne vraiment un miracle pour que le titre échappe à Diogo Moreira. Donc voilà, c'est dommage pour lui. Et en même temps, c'est un peu la hiérarchie et la logique qui sont respectées si Diogo Moreira part en MotoGP avec le titre, et que Manuel Gonzalez a une nouvelle chance de se battre pour ce titre en Moto2. Gweno, un petit mot sur Gonzalez ou Moreira? Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que je voudrais regarder rapidement les résultats. Il a pas gagné depuis l'Italie, et avant ça, il est tombé en Angleterre et il a fait 9e en Espagne. Et en fait, à partir de là, après, il est un peu passé en mode gestion. Il fait des résultats entre 5 et 3e régulièrement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est rentré trop tôt en se disant maintenant j'ai suffisamment, je vais gagner, il faut juste que je fasse attention. Et en fait, il était beaucoup trop tôt dans la saison. Alors, je dis pas que c'était volontaire, mais j'ai l'impression qu'il a manqué. En fait, la course qu'il a fait là ce week-end, j'ai l'impression qu'on a vu ça beaucoup de fois cette saison, où il se disait là, faut surtout pas que je me plante. Et du coup, il était un peu en difficulté sur les courses. On avait l'impression il osait pas y aller, qu'il était pas hyper à l'aise. Et de l'autre côté, il y avait un Moreira qui lui était de toute façon n'avait rien à perdre, vu que
jusqu'à la mi-saison, il était quand même, on n'aurait pas parié dessus, on va dire. Et du coup, il a été beaucoup plus agressif dans ses démarches. On l'a bien vu sur des courses comme l'Allemagne, par exemple, où il a préféré faire tout donner, quitte à tomber, plutôt que de se contenter d'une 5e position, par exemple. Et c'est peut-être ce qui a manqué à Gonzalez, un peu d'agressivité sur certaines courses, quoi. Peut-être, mais tu remets les 20 points à Manuel Gonzalez d'Indonésie. Bien sûr. Tu te dis qu'avec ses 20 points, il est toujours leader quand il arrive à Sepang et du coup, il fait pas de conneries, il chute pas. Aujourd'hui, il est pas à moins 24 points derrière Moreira, il est peut-être juste devant de quelques points. Et du coup, il peut tenir son titre en mode gestion, comme il a fait. C'est ça que je veux dire. Non, mais bien sûr. Après, de toute façon, c'est compliqué de juger la saison d'un pilote comme ça, où, sur le moment, ça ne semblait pas être un choix idiot de se dire je me contente d'une 3e place plutôt que de prendre des risques pour la première place. Mais avec le recul, je me dis peut-être que ça aurait pu l'aider sur 2-3 courses, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel tu voulais revenir sur cette course, peut-être celle de Baltus ou de Wehrer, Gwen? C'est dommage pour Baltus parce que j'ai l'impression qu'on entend ça souvent, mais il avait quand même beaucoup de vitesse. Et alors j'ai pas très bien vu l'action qui l'a fait rétrograder. J'étais en train de me concentrer sur David Alonso pour tout vous dire, mais ça lui a coûté cher parce que il pouvait au moins jouer un podium, je pense, parce qu'il avait vraiment un gros rythme. Et puis du coup la fin de course, il a peut-être un poil tapé trop dans ses pneus, du coup il a pas pu remonter autant qu'il espérait, mais c'est vraiment dommage. Automne. Ouais, après, faut quand même souligner que du coup, à deux, Canet et Baltus ont offert le titre à l'équipe Fantic. C'est une maigre consolation, mais c'est une consolation. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, ils peuvent maintenant se battre pour la 3e place au championnat avec Dixon, mais bon, Dixon est tombé cette fois-ci et peut-être qu'il retombera la fois prochaine. Mais non, après ça m'a un peu fait penser à la course Moto E, où il y avait 2 pilotes, donc c'était Mattia Casadei et Eric Granado qui étaient les 2 en lice pour le titre. Et là, en fait, Canet et Baltus, qui sont tous les 2 à se bagarrer pour la 3e place, parfois, ça fait qu'il y a des dépassements un peu osés et où ils auraient pu se débrouiller ensemble pour s'isoler, et voilà, mais malheureusement, ils veulent à chaque fois finir devant l'autre. Enfin, c'est comme ça, c'est des pilotes et ils ont bien raison. Canet, il a vraiment tout donné, hein. Sur le dernier tour, il a failli s'envoyer 2 fois dans le gravier. Ouais. On l'avait pas vu depuis un moment, mais là, il a vraiment pas fait semblant. Ah ouais, mais de toute façon, Canet, il est hyper impressionnant parce que quand il pousse à la limite, tu vois, parce que t'as sa jambe extérieure qui se lève, qui est plus sur le repose-pied tellement il donne tout, quoi. Et du coup, c'est très drôle. Tu sais jamais s'il est à 2 pas de la chute ou si tout va bien comme d'hab, mais il est juste en train de pousser au max. Ouais, il fait une fin de saison vraiment dents de scie pour lui, hein. Il y a un week-end où il est pas du tout là et un week-end où il joue le podium, donc un peu particulier de suivre ça. Eh ben écoutez, je pense que on peut en rester là pour le Moto 2. Il faut. Colin Veyer quand même, parce qu'il a fait une super course. Il est rookie, faut pas oublier. Il s'est débrouillé pour mener la course pendant super longtemps et il lui a manqué un peu de pneus sans doute à la fin pour résister au retour de Hugo Moreira qui s'est très très bien organisé. Mais vraiment Colin Veyer, performance assez impressionnante et c'est de très bon augure pour la saison prochaine quand il sera le pilote numéro 1 chez Ajo et que Rueda sera là pour apprendre la catégorie. Et puis juste pour revenir une dernière fois sur Moreira, ce qui est assez fou, c'est que il a une confiance en lui. Ces week-ends, il commence jamais très 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 bien. On voit qu'il galère le vendredi, le samedi matin, il est pas forcément aux avant-postes, mais il arrive à construire petit à petit et être au rendez-vous quand ça compte vraiment. Du coup, sortir un chrono en qualif et puis imprimer un énorme rythme en course. Et cette fois-ci, il a dit qu'il était un peu nerveux avant le départ, mais franchement, pour rouler de manière aussi intelligente et calme et avec cet enjeu derrière, voilà, chapeau. Mais c'est pas la première fois qu'il fait le coup de lâcher un peu le leader et prendre son rythme et sortir des gros chronos en fin de course pour monter et pas forcément prendre la victoire, mais il est capable de se dire j'arrive pas à tenir le rythme, tant pis, je prends mon rythme, je sauve mes pneus et on verra en fin de course.
ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Ça risque d'être dur pour lui en MotoGP où souvent il faut être dans le coup du week-end dès le vendredi matin. Sinon on fait des Bastianini. Oui. La transition est toute trouvée. C'est parti pour le MotoGP. Donc on l'a dit, Boulega remplace Marc Marquez pour Ducati officiel. Paul Espargaro lui remplace Maverick Viñales chez Tech 3 KTM. Viñales, on a appris aujourd'hui qui serait là pour le dernier round à Valence. Et Martin remplacé toujours par Savadori pour Aprilia. À noter en FP1, grosse chute pour Rolf Fernandez qui vient toucher les air fence. Il est évacué à l'hôpital, rien à signaler, on va dire. Il tente de rouler le lendemain, mais finalement il va renoncer à rouler sur ce week-end de course. En Q1, on a Quartararo et Miller qui s'en sortent, et en Q2, c'est Bezzecchi qui fait la pole devant Acosta et Quartararo. Pecco partira 4, Alex Marquez 5 et Zarco 6. En sprint, c'était une sprint exceptionnelle. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était sans doute la meilleure sprint de l'année, voire plus, mais bon, après les gens ils sont toujours dans les superlatifs. Donc on a Alex Marquez qui gagne devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. Quartararo fait une superbe 4e place devant Fabio Di Giannantonio 5 et Fermin Aldeguer 6. 7e Johan Zarco, 8e Bagnaia et 9e Brad Binder pour le dernier point de cette sprint. À noter la chute de Nicolo Boulega, de Joan Mir et de Somkat Chantra. Alors non, Joan Mir n'a pas chuté, je crois qu'il a abandonné sur un problème mécanique, pardon. La course du dimanche, par contraste avec la course du samedi, c'était quand même un peu plus soporifique. Marco Bezzecchi a imprimé un rythme d'enfer et s'impose en maître sur ce Grand Prix du Portugal devant Alex Marquez et Pedro Acosta. Fermin Aldeguer fait une belle remontée jusqu'à la 4e place, ainsi que Brad Binder 5e, Fabio Quartararo terminera 6e, Ogura 7e, qu'est-ce qu'on peut dire, Johan Zarco finit 9, Bagnaia chute et ne termine pas la course, Mir 2e fois du week-end, problème mécanique et rentre au stand, et chute dans le premier tour pour Franco Morbidelli, on va dire poussé à la faute. Pour une fois que c'est lui, on va dire, qui est la victime. Au championnat, qu'est-ce qu'on a? On a toujours Marc Marquez en tête avec Alex Marquez, vice-champion du monde. Ça ne bouge pas. Bezzecchi conforte cette 3e place au championnat devant Pecco, même si mathématiquement c'est pas joué, puisqu'il reste 37 points à prendre. Ça semble bien agencé pour Marco, et Pecco lui doit plus penser peut-être à se faire sa 4e place devant Pedro Acosta. Ils ont que 3 points de différence. 9e Quartararo au championnat et Zarco 12e, mais peut éventuellement jouer un top 10 au championnat s'il se débrouille bien à Valence pour passer devant Binder et Raul Fernandez. Voilà grosso modo pour le classement en général. On commence habituellement par Ducati, mais j'aimerais bien d'abord commencer par Aprilia plutôt aujourd'hui, avec notamment le week-end de Bezzecchi qui est l'homme en forme de cette fin de saison en l'absence de Marc Marquez. Un petit mot sur Bezzecchi, Gueno. Vraiment un super week-end. Un peu déçu de la sprint parce que je pensais qu'il ferait comme la course en fait, mais finalement ça lui a bien servi parce que c'est ce qui en partie lui a permis de gagner le lendemain. Et c'est vraiment là j'ai vu qu'il avait égalé du coup le nombre de victoires de Oliveira. Il a aussi même nombre de victoires que Pecco et un podium de plus que lui. Donc vraiment une grosse saison. Même moi qui l'aime beaucoup, j'aurais jamais pu parier dessus l'année dernière. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir évoluer et d'être, on va dire, bien dans son team, bien sur la moto, et qui sauve aussi la saison d'Aprilia, qui aurait été très moyenne s'il avait continué sur on va dire, sur les performances de début de saison. Donc non, rien à dire, il a été impressionnant. Ouais. Ouais, je pense que ce qui est très beau avec Bezzecchi, c'est de voir un pilote qui était dans la filière Ducati et qui a choisi d'en sortir pour mieux se battre avec les Ducati. En fait, en se disant, sur une autre moto, on peut trouver une nouvelle voie et trouver une nouvelle manière de les battre, quoi. Et c'est exactement ce que Bezzecchi arrive à faire, alors que c'était pas gagné au départ.
Et bah, franchement, impressionnant, quoi. Surtout que la sprint s'est pas passée comme il voulait. Et il a dit il était resté travailler très tard le soir avec les mécaniciens pour trouver une solution. Bah, résultat, personne n'a pu rivaliser avec lui le dimanche. Et aussi, donc, le week-end d'Ogura, il a fait une belle course. Et à mon avis, ça confirme que l'Aprilia, elle marche très fort et qu'elle convient à plusieurs styles de pilotage, quoi. Oui, tout à fait. Même on a vu sur cette fin de saison Rolf Fernandez qui enfin faire des résultats après sa 3e ou 4e saison en Grand Prix. Bez, en plus, on sait qu'il est pas aidé cette saison. Hein. Martin, très absent, et quand il est là, malheureusement, il est encore en phase de prise en main de cette moto. Donc, il roule avec un Savadori à côté de lui. Alors peut-être qu'il s'entend bien avec lui, mais bon, Savadori, c'est pas celui qui va le plus vite au monde. Donc le travail de Bez est à souligner. Excellente moto cette année pour Aprilia. J'espère qu'ils pourront continuer comme ça. Peut-être un petit mot quand même sur Ogura, Gueno qui fait quand même un bon week-end sur cette fin de saison. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et puis à l'aise sur la moto, à se bagarrer, tout ça après une saison quand même décevante. C'est peut-être un peu dur, mais par rapport à ce qu'il avait montré en début de saison, on aurait pu espérer mieux. Et parce qu'il a fait quand même un top 5 en début de saison, même si la moto n'était pas conforme et qu'il a été disqualifié. Il montrait des belles choses sur les 2-3 premiers Grands Prix. Après avoir disparu tout le reste de la saison, c'est cool de le voir à l'aise comme ça. Pas forcément, les points sont pas forcément là, parce que finalement c'est pas des gros points, mais on l'a vu à l'aise, à se bagarrer, à pas laisser les places facilement, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'il prend en main les choses, quoi. Ouais, et je voulais juste revenir sur Bezzecchi très très rapidement. En fait, son autre victoire de la saison, c'était à Silverstone, et c'était dans des circonstances un peu particulières, parce que quand même, Quartararo était très loin devant, a eu un problème mécanique, et au final, Bezzecchi a gagné. Là, je trouve que sa victoire, elle souffre d'aucune contestation, et ça doit lui donner encore plus de confiance, parce qu'on oublie que c'est seulement sa 2e victoire de la saison, toutes les autres, c'était des victoires en sprint. Et voilà. Ouais. Il a surtout eu beaucoup de 2e place très proche de la victoire derrière Marquez, et on a eu l'impression de l'avoir vu plus souvent gagner qu'il a gagné, en fait, parce qu'il était largement le meilleur des autres, mais bon, en face il y a Marquez, quoi. Je partage totalement ce sentiment. Meilleur des autres quand même après Alex Marquez, quand on oublie un peu. Oui, bien sûr. Un peu vite, mais oui. Je voulais dire à certains moments de la saison, pas sur toute la saison, effectivement. Oui. Eh ben écoutez, on va passer sans transition vers le team où aussi un pilote a quitté Ducati pour essayer de rivaliser avec les Ducati. Donc je parle de Honda avec Marini. Ça se passe un peu moins bien quand même pour Marini, même s'il ne démérite pas. Alors moi j'ai mis d'abord que je retrouvais le Joan Mir que j'aimais depuis quelques années, donc double DNF, pas de sa faute, on en conviendra tous, je pense. Ouais, je troll un peu, mais pas un week-end facile pour Joan Mir quand même. Ouais. C'est rageant, il a pas pu rouler, quoi. Enfin, il a roulé en essai, mais j'ai rien vu de ce qui a été dit du team. Hein. Je sais pas si en sprint, c'est un problème d'embrayage. Et sur la course longue, je sais plus ce que c'est le problème, mais en tout cas, il a fait tout le premier tour. Et après, il a dû rentrer, donc voilà. On peut souligner par contre au contraire le week-end de Zarco, comme quoi quand Marini et Joan Mir ils sont pas dedans, bah c'est l'inverse en fait, c'est vraiment le yo-yo par rapport à eux. Meilleur Honda du week-end, mais largement hein, en termes de performance, il repasse devant Marini au classement général des Honda et va jouer peut-être le top 10 à Valence, comme je disais tout à l'heure. Bon week-end de Johan, franchement, avec sa P9 en course et sa P7 en sprint, Gueno. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter, mais ça fait plaisir parce que ces derniers temps c'était un poil plus compliqué que ce qu'on avait pu connaître en début de saison, donc non, ouais, ça fait plaisir de le voir, de retrouver un peu, pas aux avant-postes, mais dans le top 10, quoi. Et pour Marini, moi j'ai pas forcément grand chose à rajouter, donc en sprint il est vraiment vraiment loin, en course c'est mieux, mais c'est pas non plus ça, donc en course il se battait avec Miller quand même pour le top 10 ou les portes du top 10, et après par contre ce qui est assez particulier pour Marini ce week-end là, c'est qu'il est tombé dès les essais le vendredi,
C'était la deuxième fois de la saison qu'il tombait. C'était la première fois qu'il tombait tout seul, parce qu'en Malaisie, c'était un contact avec Paul Espargaro, il me semble. Et je pense que ça a pas dû l'aider pour la confiance du week-end, quoi. Bon, on va passer sur Chantra qui vit une saison difficile, et on peut passer chez Ducati, où moi j'ai noté qu'Alex Marquez c'est vraiment l'homme fort de Ducati en l'absence de son frère Marc. Pas super bien qualifié, alors il s'est pas mal qualifié non plus, Alex, mais finalement il est dans le coup pour la victoire à la fois le samedi et le dimanche, surtout le samedi du coup qui remporte. Bonne stratégie de course, très bon départ à chaque fois aussi, et les belles bagarres qu'il a pu nous apporter avec Acosta, Bueno. Ouais, c'est vrai que en sprint, on va dire qu'il a quand même bénéficié d'une meilleure moto qu'Acosta, mais il a réussi à s'en débarrasser sans commettre d'erreur, ce qui est pas évident quand il y a un Acosta qui jette sous ses roues à chaque fois qu'il lui passait devant. Et par contre, j'ai été impressionné qu'il garde sa position en fin de course, parce qu'il avait les pneus course longue, pardon, parce qu'il avait les pneus rincés de chez rincés. Et vu qu'Acosta avait retrouvé un peu un second souffle sur les derniers tours, je me suis dit voilà, c'est sûr qu'il va se faire doubler. Et non, il a réussi à maintenir l'écart et à tenir le coup le temps de finir, alors que ça avait l'air d'être franchement pas si simple que ça. Donc non, très solide, très beau week-end de sa part. Ouais, ce qu'il faut souligner avec Alex Marquez, c'est qu'en plus il est super humble à chaque fois. Il avait le pneu avant complètement détruit, mais quand vous voyez les ralentis en gros plan, c'est avec tous les bouts de gomme qui s'en allaient et qui étaient sur le carénage. Et en interview après course dans le parc fermé, il dit oui, bah c'était un petit peu compliqué avec le pneu avant, mais on s'en est bien sorti. Enfin, vraiment. Vous avez vu la vidéo où il y a la fille de Oliveira qui demande à du coup son père Oliveira s'il a gagné, et Oliveira montre Alex Marquez qui est juste à côté et il dit non, c'est lui, et Alex Marquez dit non, lui dis pas parce que là elle va me détester, et il s'excuse je suis désolé. Je trouve ça rigolo. Ouais, c'était mignon, je l'ai vu effectivement. Moment moins mignon peut-être, on passe sur le week-end de Pecco un peu en dents de scie. Il fait plutôt une bonne qualif et une bonne practice. Le samedi, il paraît dans le coup, mais il lâche beaucoup de place en fin de course à cause de son usure de pneus. Et le dimanche, il est loin, il peut pas jouer la victoire, mais il commet une erreur et il chute. Il chute après avoir fait 15 tours. Aucun encore à oublier pour Pecco ça fait je crois 4 dimanches d'affilée qui finit pas les courses automne. Ouais, et sur les 6 dernières courses, il y en a 5, sur les 6 derniers week-ends, il y a 5 grands prix qu'il a pas fini. Je pense, moi, ce dont ce qui m'a marqué de cette course, c'est que même en débrief, juste avant le podium, quand les trois premiers regardent les ralentis de la course, le résumé, et discutent entre eux, les trois étaient hyper surpris et ça les a fait flipper, quoi. Comment Pecco a perdu l'avant dans ce virage-là, qui est un virage très dangereux, quel virage, si je me trompe pas, où Jorge Martin avait eu son énorme crash qu'il avait laissé blessé pendant très longtemps au tout début de sa carrière en MotoGP. Et du coup, ça doit pas être facile pour Pecco s'il sent pas très finement la limite et qu'il se retrouve à avoir des chutes comme ça à haute vitesse qui sont un peu dangereuses. Une année à oublier pour lui, je pense, et j'espère qu'il réussira à se remobiliser avec les tests, avec la trêve hivernale, et qu'il reviendra sous un meilleur jour, quoi. Totalement d'accord, j'espère que pour lui il aura une moto plus à sa main l'année prochaine. Et par contre, de l'autre côté du garage des Rouges, on avait du coup un rookie, un revenant dans ce paddock du mondial, parce que à son arrivée en Moto 3, c'était une des grandes stars, un peu comme un qu'il a cette année, avec beaucoup d'espoir sur lui. En Moto 2, c'était pas très bien passé. Et là, Boulega, du coup, qui revient, qui fait plutôt un excellent week-end, qui finit pas la sprint pour cause d'une petite erreur en fin de course, mais qui prend un point en Grand Prix Bueno le week-end de Boulega. Qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, la très bonne nouvelle, c'est qu'il est devant Alex Espargaro au général, et ça me fait très plaisir. Non, très très bien. Moi, j'étais très content pour lui. Il a montré même des belles choses dès le vendredi.
Il finit 14e à la première session. Alors on sait que c'est pas là où les gens, où les pilotes essaient de faire des chronos, mais c'est quand même pas mal du tout. J'ai vu qu'il avait expliqué sa chute du samedi en disant qu'il avait il avait piloté sa moto comme une superbike. Donc je me rends pas exactement compte de ce que ça représente, mais bon, je me suis dit c'est bien, il arrive à comprendre aussi pourquoi il est tombé, ce qui est pas forcément évident pendant une course. Et après, il a fait 15e, mais les chronos étaient corrects, il était dans le coup. Donc non, pour un premier week-end, en ayant roulé que très très peu finalement, moi j'ai trouvé ça plus qu'honorable. Et pour rebondir sur ce qu'avait dit Toprak en disant qu'il le voyait faire des top 10, je pense que ça montre quand même que le niveau du MotoGP est élevé, plus que certains pilotes veulent bien le reconnaître, mais que c'est pas si simple que ça non plus avec une très bonne moto de faire un top 10, voire un top 15 quoi. Donc non, belle performance de sa part. Ouais. Pour aller dans ton sens, Bueno, je pense que donc ce qu'il a expliqué, Boulega, c'est qu'il avait freiné très fort comme il freine avec sa Panigale en Superbike, et que les pneus à la fois les freins, mais surtout les pneus Michelin en MotoGP permettent pas de freiner aussi fort comme ça. Ça m'a pas mal inquiété pour Toprak par rapport à son style de pilotage. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Moi, je pensais Boulega. Bon, lui, je pense qu'il vise une place à MotoGP en 2027 et il a raison. Il est sur une bonne voie pour en tout cas mettre son nom sur des listes de recrues potentielles dans 2 ans, je trouve. Oui, c'est clair. Surtout qu'il faut renouveler un peu les pilotes, apporter du sang frais. Lui, c'était sa 100e course en Grand Prix à Boulega avec ce remplacement, et il a réussi à ramener un point. Donc, franchement, ça aurait pas pu mieux se passer, je pense, pour lui. Je suis assez d'accord. Hâte de voir ce qu'il va faire à Valence. Excellent week-end aussi pour Aldeguer, qui fait après c'est un rookie qui peut être très en dents de scie, mais cette fois plutôt un bon week-end pour le pilote espagnol, donc 4e en course, on le rappelle, et 6e en sprint automne. Oui, écoute, je sais pas trop quoi dire sur Aldeguer, il est très fort. Après, il a pas non plus fait des courses incroyables ce week-end, mais il continue à ramasser des points et il apprend, donc voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Il partait de loin quand même, je regarde la qualif là, si je me trompe pas, il s'est qualifié 11e, donc à chaque fois il faisait des belles remontées quand même. Oui, mais après t'as Binder aussi qui a fait des super belles remontées, donc... Binder n'est pas un rookie. Il est habitué, j'ai envie de dire, des remontées, parce qu'il se qualifie toujours aussi mal. D'ailleurs, c'est un de ses gros points noirs. Voilà. Morbi, DJI, j'ai pas forcément grand chose à dire sur eux. Je sais pas si vous voulez tenir un mot sur les pilotes de la VR46. Non, à part que le projet VR46 en lui-même apparaît de plus en plus flou. Parce que quand ils avaient Marini, quand ils avaient Bezzecchi, il y avait des résultats, ça avait du sens. Et là, avec Morbidelli et DJI, alors l'année dernière, il y a eu des résultats. Cette saison, il y en a eu quelques-uns, mais j'ai un peu l'impression qu'ils font les fonds de tiroir, quoi, et qu'il n'y a pas de sang frais qui arrive à la VR46. Ils ont recruté 2 jeunes pilotes, mais avant qu'il y ait un programme pour les accompagner en Moto 3, Moto 2, ça va mettre du temps. Je sais pas trop, surtout que VR46 est censé être le team satellite Ducati, mais on voit qu'ils sont pas du tout au niveau de Gresini. Donc voilà, je comprends pas trop le sens derrière, à part qu'il y a les moyens et qu'ils peuvent continuer de le faire. Soit tout change et en 2027 ou 2028 par exemple, ils servent de porte d'entrée à BMW dans la catégorie avec les nouvelles règles. Soit peut-être qu'ils peuvent se reconcentrer sur du Moto 2, j'en sais rien. Mais là, ça fait vraiment... on a ces places, on a ce budget, et puis du coup on en fait profiter les pilotes qui sinon n'auraient pas forcément trouvé un autre guidon, quoi. Ouais, moi je pensais justement quand je disais Boulega, il va peut-être frapper au MotoGP en 2027, je pensais justement à une place dans le team VR46 pour lui. Alors il aura peut-être 28 ans, c'est pas le plus jeune, mais il sera pas non plus plus vieux qu'un Morbi ou un DJ qui pourrait remplacer, donc
Voilà. Mais je te rejoins sur le projet qui est flou et qui est pas au niveau de l'attendu pour un Team B Ducati quand on voit ce qu'a fait Pramac et quand on voit ce que fait Gresini en Team C. Donc, Allez, en parlant de projet flou, on enchaîne avec Yamaha. Allez. Quartararo qui fait un très très bon week-end. Voilà, je sais pas quoi dire sur lui. On voit qu'il est au-dessus de ce que peut proposer le reste des pilotes Yamaha et en tout cas sur ce Grand Prix, on voit que c'est la moto qui fait défaut à son talent. Des fois, c'est pas aussi clair. Mais voilà, Goueno, je sais pas ce que tu penses du week-end de Fabio. Ouais, exactement. C'est dans une moindre mesure et son week-end ressemble un peu à celui d'Acosta, sauf qu'il a pas une KTM, il a une Yamaha, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui pourrait faire mieux s'il avait mieux, quoi. C'est flagrant, il perd des places que quand il fait des erreurs parce qu'il surpilote. Non, ouais, y a pas grand chose à ajouter à part que falloir qu'il se décide aussi de ce qu'il veut faire plus tard, quoi. Parce que ça fait 3 mois qu'il dit qu'il veut partir. Alors je dis pas qu'il le dise maintenant, évidemment, mais il faudra aussi qu'il se pose les bonnes questions au moment où ça va se présenter, quoi. Mais ouais, toujours un peu frustrant cette saison. Plus frustrant que les 2 dernières où il était vraiment loin et bon bah de toute façon il n'y avait pas grand chose à espérer. Là, presque toute la saison, on a eu l'impression de se dire qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il a fait, quoi. Ouais, j'ai encore un peu en travers de la gorge le fait qu'il ait pas eu de victoire à Silverstone parce que ça aurait fait du bien et à son mental et au projet Yamaha, même si ça aurait pas rendu ça plus clair, mais bon, ça leur aurait mis du baume au cœur, je pense. Ce week-end, Fabio, il s'est vraiment battu comme un chiffonnier pour compenser le manque de vitesse de pointe. Entre la sortie du virage 15, donc le dernier virage, et la vitesse de passage en courbe qui l'emmène pour passer l'enchaînement des premiers virages à droite, c'était de toute beauté. Par contre, à force de surpiloter, forcément, il peut y avoir des petites erreurs. Et c'est ça qui lui a fait perdre le contact avec Binder et Aldeguer. Mais on se rend pas bien compte, je pense. Première ligne, 4e en sprint, 6e en course longue, alors qu'il rend 8 à 10 km/h au Ducati, au KTM dans la ligne droite. Bah, j'applaudis, quoi. Ouais, je te rejoins. Et par contre, je sais plus qui était inclément avec Miller tout à l'heure, mais moi, les autres pilotes Yamaha, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait avancer un projet. Bon, Rins est perdu pour le MotoGP. Miller, c'est moyen faible quand même, selon moi, en tout cas. Et Oliveira, bah, il était en train de dire au revoir à son public tout le week-end, donc on l'a juste pas vu. Automne peut-être sur ces autres pilotes Yamaha. Je suis dur, hein, peut-être, mais... Non, moi je suis d'accord que Rins, hormis le coup d'éclat qu'il a signé à Mandalika, bah, c'est peut-être le temps de raccrocher ou de devenir pilote d'essai, je sais pas. Miller, bah, c'est le deuxième pilote Yamaha, meilleur pilote Yamaha, mais Fabio est très loin devant et en plus Miller est pas très très régulier. Il a beau être sympa, bah, c'est pas ce que t'attends d'un deuxième pilote pour mener un projet factory. Après, il est pas dans le team officiel non plus, faut pas lui demander ça. Et Oliveira, bah, c'était beau ce petit moment avec le public portugais et toute la cérémonie avant. La seule chose qui m'a interrogé, c'est que il s'apprête quand même à prendre le départ et tu le vois en larmes, hyper ému. Je sais pas, je comprends que c'est pas facile à organiser, mais je sais pas si un tel hommage juste avant le départ c'est le meilleur moment. Et en même temps, bah si c'est prévu après l'arrivée et qu'en fait il tombe et il franchit pas le drapeau à damier, ça la fout mal. Mais ouais, c'était juste une petite question. Non, mais ça, je te rejoins, c'était pas le moment, je pense, de faire ça. Ils auraient pu faire ça le samedi soir, après la course Moto-E. Je pense qu'il y avait moyen de tenir un public au bord du circuit pour faire ça plutôt que le dimanche avant la course. Mais bon. Et on passe sur la dernière marque du plateau, donc KTM. Que dire, Acosta flamboyant, mais toujours pas de victoire pour le pilote espagnol. Alors qu'on a Binder qui nous a montré une belle vitesse qu'on n'avait pas vue beaucoup cette saison. Bestia, fidèle à lui-même, assez lecture difficile du week-end de Bestia et de ses performances. Et alors qu'on a un Paul Espargaro, toujours rapide. Est-ce qu'il faut pas penser un switch Espargaro-Bestia l'année prochaine chez Tech 3? J'ouvre la question, Goueno. Oh là, c'est violent comme question. Non, mais c'est vrai que ceci dit, quand Espargaro était parti, il n'était pas ridicule du tout. C'est pas
c'est pas surprenant non plus de voir qu'il a toujours de la vitesse. Après, pour ce qui est de Bastianini, ouais, c'est extrêmement décevant parce que il y avait un moment où il a retrouvé des couleurs au début de deuxième saison. On s'est dit super, il a trouvé comment la moto fonctionne et tout. Mais là, la fin de saison est vraiment pas terrible. Et puis il y a des courses où on s'est dit bah il sait pas se qualifier, mais il remonte bien. Mais là, c'est quand même plus que moyen, quoi. Donc j'espère que l'année prochaine ce sera un peu mieux, mais dans l'ensemble la saison est vraiment pas terrible, pour pas dire moins que ça. Après, pour faire l'avocat du diable, en l'occurrence l'avocat de Bestia, sa course en Grand Prix, c'était compliqué parce que il y a le contact avec Morbidelli dans le premier tour. C'est Morbidelli qui est arrivé, qui a plongé à l'intérieur pour faire les freins à tout le monde et qui du coup ça passe pas et il arrive à se faufiler sans faire tomber d'autres pour une fois, mais après en revenant sur la trage, il y avait Bastianini. Contact, ça fait tomber Morbidelli et Bastianini, son carénage est cassé à l'avant, donc il doit passer au stand pour le changer. Il repart, il a 2 tours de retard. Il doit se débrouiller pour pas gêner la bagarre en tête. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que une fois qu'il était reparti, il a réussi à tenir Acosta pendant un moment. Ça a dû lui apprendre pas mal de choses aussi de rouler juste derrière. Mais oui, c'est pas joyeux. Binder, il a montré ses qualités. On les avait pas vues depuis un petit moment, mais pour moi, je pense pas que ce soit le futur du projet KTM et je sais pas combien de temps il va réussir à se maintenir encore dans cette équipe. Pol Espargaro, je trouve quand même ça assez dingue comment il est tout de suite dans le coup, même s'il est testeur pour KTM, il est plus pilote à plein temps. Et voilà, et puis après Acosta, que dire, il aurait dû gagner une course, tout le monde s'attendait à ce qu'il ait déjà gagné une course au bout de 42 départs, je crois que c'est ça. Mais c'est toujours pas le cas. Mais il est de plus en plus régulier, plus en plus mature dans sa tête. Il avait dit il y a pas longtemps, maintenant je fais plus des erreurs de rookie, alors que la veille il venait de se répandre en sprint. Et ça m'avait fait rire, mais pour le coup il montre qu'il a vraiment compris et que maintenant, enfin l'année dernière, il serait clairement tombé comme à Motegi. Là, il a pris son mal en patience. Il a même réussi à conserver ses pneus pour faire une dernière tentative de rattraper Alex Marquez dans les derniers tours. Et voilà, après, il est limité par sa machine, c'est sûr, mais c'est le meilleur des KTM de très 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 loin et il arrive à se battre pour le podium. Donc, voilà. Il a marqué des points chaque week-end de course. Je suis en train de me regarder. Ils doivent pas être nombreux. Si, ils doivent être nombreux, mais je veux dire, il a depuis Jerez, il a mis quasiment 10 points au moins, quasiment pas tout le temps, mais exception faite de 3 fois, il a mis au moins 10 points chaque week-end. En fait, il a rattrapé son gros défaut de l'année dernière qui était de tomber pas une course sur 2 mais presque, quoi. Il a vraiment beaucoup mûri de ce côté-là, hein. En début de saison, il tombait aussi beaucoup, oui. Mais là, ouais, clairement, il a appris de ça et il arrive à garder, peut-être à réduire aussi et s'habituer à son usure de pneus pour adapter sa vitesse au lieu de forcer. Donc ça, c'est bien. Franchement, pour l'année prochaine, ça s'annonce pas mal si KTM ne rate pas trop leur dev, même si effectivement le dev sera limité. Et puis il peut finir 4e quand même. Désolé Pierre, mais non, il peut. Ce serait quand même ce serait une sacrée performance vu la moto qu'il a si on compare à ses coéquipiers. Tout à fait. Ouais. Et puis juste pour boucler là-dessus, je pense que c'est très prometteur pour la saison prochaine. Il arrive à Valence avec l'objectif de gagner avant la fin de la saison et ce serait chouette que ça arrive. Mais aussi, il faut pas sous-estimer qu'en début de saison pour KTM, il y avait des nouveautés avec la moto qui n'étaient pas forcément faciles à prendre en main. Il y avait toute l'incertitude qui entourait KTM. Il y avait l'incertitude pour lui, pour son avenir et le flou. Est-ce qu'il part de chez KTM? Est-ce qu'il allait signer chez VR46 sur une Ducati satellite, etc. Maintenant qu'il peut se concentrer seulement sur le pilotage et que surtout il bénéficie des conseils de Dani Pedrosa, dont il a parlé en interview après course. Donc à la fois avoir Dani Pedrosa et Pol Espargaro à ses côtés, ça l'aide à comprendre certaines choses. Et voilà, je pense qu'il est en train de mettre bout à bout toutes les choses qu'il faut pour enfin arriver à cette victoire tant attendue. Je suis d'accord.
Et ben voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix du Portugal. On se retrouve la semaine prochaine, ça va arriver vite, pour le Grand Prix de Valence sur le circuit de Ricardo Tormo et la clôture de la saison 2025, après les essais aussi de post-saison pour 2026, et notamment peut-être les premières images de Toprak sur cette Yamaha Pramac. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, comme d'habitude, Discord, Twitter et autres. Et puis, c'était un plaisir d'enregistrer avec vous, Oton et Gweno, aujourd'hui. On se dit à bientôt. Ouais, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, salut.